De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jean-Pierre Dognon. Place tout de suite à notre dossier du jour. Scolaire ou universitaire, privé ou municipal, le rôle des bibliothèques dans l'amélioration de la qualité de l'éducation n'est plus à démontrer. Pourtant, elles font figure de parents pauvres de toute la chaîne éducative sur le continent. Voyez ce reportage de la rédaction. On en parle juste après. De nos jours, rares sont les établissements scolaires et universitaires publics ou privés où l'on peut retrouver une bibliothèque, un centre de documentation. Même lorsqu'elle existe, celle-ci n'est pas assez équipée. Le fonds documentaire disponible ne correspond pas souvent aux besoins des usagers. Autrefois, dans les établissements scolaires, on retrouvait des clubs de lecture. Aujourd'hui, le constat est paradoxal. Plus le livre s'est éloigné des élèves, plus la culture de la lecture a disparu auprès des élèves en Afrique. Seules quelques bibliothèques privées répondent aux besoins de recherche des utilisateurs. Et pourtant, le rôle des bibliothèques dans l'amélioration de l'accès à l'éducation en Afrique n'est plus à démontrer. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette crise des bibliothèques scolaires en Afrique et que fait-on pour les sortir de l'ornière dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique la quasi-disparition des bibliothèques scolaires? Et comment cette problématique est-elle prise en charge par les autorités camerounaises et congolaises? La construction de la grande bibliothèque universitaire et la délocalisation de la Bibliothèque nationale du Congo n'ont pas pour autant apporté une solution à l'éloignement du livre des élèves, mais aussi à l'inadéquation entre le fonds documentaire et la demande des utilisateurs. L'absence des bibliothèques dans les établissements scolaires en Afrique représente un handicap pour les élèves, notamment dans le développement des connaissances et dans la confrontation des idées. L'absence des bibliothèques dans des établissements, à mon avis, présente un grand danger. Certaines écoles n'ont pas de bibliothèque, mais je pense que c'est juste une mauvaise foi de la part des pouvoirs publics, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait une école et sans bibliothèque. En République du Congo, peu d'établissements scolaires comportent des bibliothèques. Mais se doter de bibliothèques pose le problème de fonds documentaires qui ne correspond pas aux besoins des utilisateurs. Il est difficile pour les élèves de trouver des livres au programme dans les bibliothèques situées au sein de leurs établissements. Ainsi, la grande responsabilité revient au pouvoir public dont le manque de volonté politique est incontestable. Cette volonté qui pourrait permettre de doter les établissements scolaires de bibliothèques avec un fonds documentaire qui réponde aux attentes des usagers ne s'exprime pas dans les faits. Le déclin des bibliothèques scolaires en République du Congo est dû à une mauvaise politique gouvernementale en ce qui concerne le secteur de l'enseignement. Les ministères de l'enseignement devraient normalement prévoir des bibliothèques dans chaque établissement, surtout au public, pour permettre donc aux élèves de fréquenter les bibliothèques, d'avoir de plus amples connaissances. Il existe un faible engouement des acteurs dans le secteur du livre, aussi bien dans les établissements scolaires qu'au sein des centres d'animation. Pour les experts, il n'est pas question ici de pointer un doigt accusateur sur les populations, mais davantage sur les politiques publiques qui n'offrent pas d'espace de lecture public aux Camerounais. D'abord, je dois dire que je suis toujours contre le fait qu'on dise que les Camerounais ont perdu l'habitude de la lecture parce qu'on ne leur offre pas suffisamment d'espace pour lire. Je prends une ville comme Yaoundé qui a plus de 2 millions d'habitants. Je ne pense pas qu'il y ait une bibliothèque publique digne de ce nom à Yaoundé. Les quelques bibliothèques qui existent sont des bibliothèques des institutions internationales, comme le CLAC par exemple. Donc il faut déjà qu'il y ait une offre pour qu'on sache si oui ou non les gens aiment lire ou pas. L'absence des bibliothèques dans certains établissements scolaires éloigne le livre de l'élève et cela favorise une extériorisation, d'où l'abonnement dans des bibliothèques privées qui semblent mieux combler les recherches des élèves. Seulement, fréquenter une bibliothèque extérieure et privée a un coût financier et en termes de temps. L'élève est obligé de dépenser dans le transport et doit prendre du temps pour se rendre à la bibliothèque. Les bibliothèques privées, nous les comptons. Il y a aujourd'hui la bibliothèque de l'Institut français du Congo qui fait la fierté du pays. Mais là aussi, il y a un problème parce qu'après, il se pose le problème des déplacements. Quelqu'un qui vit à Masengo, à Makabandjelo pour venir au CCF, c'est compliqué. Pour remédier à ce gap gouvernemental, il y a quelques initiatives privées qui essayent, parfois sans moyens, d'offrir des cadres adéquats de lecture au grand public. C'est le cas du Centre de lecture et d'animation culturelle à Yaoundé qui, depuis 2006, créait un environnement de lecture aux populations.
Et à travers ces différentes activités, ce centre accueille près de 30 000 lecteurs par an. Nous mettons un point d'honneur sur des activités qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir avec la bibliothèque. Et c'est ça qui fait la particularité et l'attrait justement de notre bibliothèque. Des activités liées au montage de projets, à l'accompagnement des entrepreneurs. Nous sommes en train de mettre sur pied un incubateur de start-up ici. Voilà, donc des affaires comme ça. Et puis le Bibliobus, qui est le tout premier au Cameroun, que vous avez dû voir en entrant. En République du Congo, la médiathèque de l'Institut français du Congo est l'une des plus fréquentées du pays, en ce sens qu'elle répond non seulement aux besoins des chercheurs, mais sert aussi de lieu incontournable pour l'organisation d'animations culturelles scolaires. Certaines administrations publiques dotées de petites bibliothèques ne communiquent pas sur leur existence. Mais d'ores et déjà, très peu d'initiatives ont été prises par les pouvoirs publics afin de favoriser la culture de la lecture à l'école. Alors la touche du gouvernement, ce serait d'initier des politiques qui pourront permettre à ce que dans chaque établissement scolaire, surtout des établissements publics, que les élèves puissent avoir des bibliothèques dans chaque établissement scolaire pour permettre aux élèves d'avoir cette culture de lecture. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les jeunes ne s'attardent presque plus à la lecture. Les élèves lisent de moins en moins depuis l'avènement du numérique qui représente une concurrence de taille pour le livre. Les élèves préfèrent de nos jours surfer sur le net et trouver des solutions sans aucune approche pédagogique. Conséquence, le niveau intellectuel est en baisse dans plusieurs pays du continent. Beaucoup d'efforts restent à fournir par les ministères en charge de l'éducation pour sortir de l'ornière les bibliothèques scolaires en Afrique. Alors, Monsieur Dognon, on a vu l'exemple du Congo et du Cameroun où très peu d'établissements finalement sont dotés de bibliothèques. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est dommage aujourd'hui pour l'Afrique parce que malheureusement ou heureusement, ne pas pouvoir lire ou ne pas savoir lire, c'est ne pas se connaître. Et parce que lire, c'est se connaître. Lire, c'est s'identifier. Lire, c'est se découvrir et se redécouvrir. Découvrir soi-même et découvrir les autres. Donc aujourd'hui, il y a en Afrique un mystère autour de la chose livresque. Ce qui fait que, partie des autorités eux-mêmes, ils n'ont pas une vision du développement du secteur livresque. Aujourd'hui, quand on prend le documentaire, on constate qu'il y a des établissements qui n'ont même pas de librairie. Il y a des bibliothèques, pardon, il y a des établissements qui ne disposent même pas de bibliothèque. Comment est-ce que ça peut se faire? Un établissement qui soit privé ou public, la première des choses, c'est d'abord une bibliothèque. Justement, comment est-ce que vous expliquez ce constat? Est-ce qu'il y a un manque finalement de volonté politique? Il y a un manque de volonté politique, c'est d'abord ça, parce que la volonté politique obligerait tout établissement à disposer d'une bibliothèque, c'est-à-dire que avant même de donner l'agrément à un établissement, il faut pouvoir dire la première règle, c'est d'avoir une bibliothèque. Parce que si vous n'avez pas de bibliothèque, comment est-ce que vous voulez que vos apprenants apprennent? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord le livre qui est l'apprenant. C'est-à-dire que l'apprenant se découvre dans un livre, en fait. Parce que l'ouvrage au programme, il y a des ouvrages, certes, au programme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait autour de ces ouvrages-là? Quelles sont les politiques que nous mettons en place en tant que politique pour, en quelque sorte, intéresser l'apprenant à l'ouvrage? Parce qu'il est dit que les élèves aujourd'hui ne lisent plus. Mais non, je suis désolé. Moi, je dirais qu'il n'y a pas une politique d'accompagnement des livres qui permettent, en fait, aujourd'hui, aux élèves de lire. Merci, Monsieur Dognon, pour toutes ces précisions. Nous avons été rejoints sur ce plateau par notre éditorialiste Djemal Taleb. Bonsoir, Djemal. Bonsoir, Graziella, et toutes mes excuses auprès de ceux qui nous regardent pour mon retard, qui est dû à la circulation parisienne. Alors, une réaction à ce qui vient d'être dit par Monsieur Dognon. Quel regard portez-vous sur cette crise que traversent actuellement les bibliothèques en Afrique? Alors, la crise des bibliothèques est une évidence, mais la crise des bibliothèques n'est que la conséquence de la crise de l'enseignement. Si on avait un système scolaire qui fonctionnait bien, on aurait sans doute un système de bibliothèque ou de livres de façon générale qui fonctionne bien. Mais hélas, ça n'est pas le cas. Et donc, si on comprenait un peu mieux notre continent, mais au-delà, notre continent d'abord parce qu'il est jeune, parce qu'il a besoin de générations bien formées. Donc si on comprenait que, mais tout le monde le comprend, mais personne ne le fait, que l'école est donc le pilier de toute ressource et de toute richesse, et que si demain nous voulons avoir des États qui fonctionnent bien, avec des générations bien préparées, bien formées, des cadres de bon niveau, nous avons l'obligation évidente et de façon ardente d'avoir une école de bonne qualité.
Ça n'est malheureusement pas le cas. Et donc, puisque nous n'avons pas une école de bonne qualité, nous n'avons naturellement pas de profs de bonne qualité toujours. Nous n'avons pas une assiduité bien sérieuse. Et souvent, les classes sont bombées, il y a trop de monde. Et donc, quand un prof a une école de 40 élèves, il n'est naturellement pas capable de la surveiller, de la contrôler, ni encore moins de lui transmettre le savoir. Et donc, c'est une difficulté réelle. Après, il y a donc le coût de la scolarité, et donc nous n'avons toujours pas accepté, sur le continent africain, que la scolarité a un coût, et que le coût de la scolarité, la collectivité doit y consentir, et doit y consentir nécessairement. Mais qui dit scolarité dit un ensemble. L'avantage du primaire, et du secondaire, mais d'abord du primaire, c'est que c'est là que tout se fait, c'est là que l'apprentissage se fait, c'est là que la culture s'installe, c'est là qu'on apprend à faire du théâtre, à faire du cinéma, à faire de la musique, à lire, à écrire, à tout apprendre. Et donc, si nous n'avons pas les outils nécessaires à disposition, nous ne sommes pas capables de le faire. Qui de nous ne sait pas que sur le continent africain, très souvent, ce qui n'est pas toujours le cas, mais très souvent, ce sont les centres culturels étrangers qui font la situation, ce sont les instituts français qui font souvent l'éducation, l'école, mais ça c'est pour l'enseignement du français. Mais surtout, elles ont un centre d'animation, un centre de jeunesse, un centre culturel, une bibliothèque, et nous ne sommes pas capables de le faire. Et puis pour arriver à la bibliothèque, nous allons arriver au nœud du problème. Le nœud du problème, c'est quoi? Citez-moi le nombre de maisons d'édition sur notre continent. Citez-moi, vous êtes écrivain, cher monsieur, bien sûr, de maisons, de possibilités d'édition. Et quand vous êtes édité, vous n'êtes pas vendu parce que le coût du livre est très cher, parce qu'il n'y a pas d'incitation à la création au livre. Et donc toutes ces difficultés-là sont un vrai problème sur notre continent. Hélas, il n'y a même pas le début du commencement d'une solution viable et sérieuse. Regardez les pays développés. Ils se sont développés pas parce qu'ils ont des richesses, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de mines, ils n'ont pas autre chose. Ils ont la chose la plus importante, c'est le développement humain. Et le développement humain se fait d'abord par l'école. Et donc, quand dans un pays occidental, nous mettons environ 7 à 8 000 euros par an, par élève et par classe, vous comprenez très bien qu'on ne peut pas rivaliser. On n'a peut-être pas besoin de temps, on a besoin d'un tout petit peu, et ce tout petit peu, nous ne le faisons, hélas, même pas. Donc, on ne peut pas être étonné que nous n'ayons pas de bibliothèque. On ne peut pas être étonné que nous n'ayons pas une politique du livre, on ne peut pas être étonné que nous n'ayons pas le livre tout court. Il faut dire que aujourd'hui, en Afrique, et plus précisément en Guinée, aujourd'hui, il y a une politique qui est en train d'être menée. Aujourd'hui, la Guinée est la capitale du livre. Est la capitale mondiale du livre. Et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. La Guinée ne s'est pas levée aujourd'hui pour devenir capitale mondiale du livre. Il y a seulement 10 ans, la Guinée a compris que la Côte d'Ivoire a son Massa, le Bénin a son FITEB, même si le Burkina Faso a son FESPACO. Et la Guinée s'est demandé qu'est-ce qu'il faut que nous autres nous ayons. Et c'est à cette question qu'il y a eu la réponse. Il nous faut alors un festival national du livre, et tout est parti des 72 heures du livre. C'est une politique qui est partie des 72 heures du livre aujourd'hui pour aboutir 10 ans après à la capitale mondiale du livre. C'est pour nous dire... Pardonnez-moi de vous couper, on a parlé du nombre insuffisant de bibliothèques, mais on a aussi entendu dans le reportage que le peu de bibliothèques qui existent est très peu fréquenté. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un désintérêt pour le livre? Parce que monsieur l'a dit tout à l'heure, le désintérêt s'explique par le fait qu'il n'y a pas une politique autour de ces centres-là pour attirer en quelque sorte les apprenants. Parce que quoi? Si vous avez une bibliothèque pour avoir une bibliothèque, vous avez regardé un peu la bibliothèque dans le documentaire, vous avez vu comment les livres sont disposés. Mais non, une bibliothèque, c'est tout un étalonnage. Il faut une politique qui incite à la lecture, qui fasse en sorte que quand je rentre dans la bibliothèque, je puisse savoir qu'il y a le rayon jeunesse, le rayon roman, le rayon nouvelle. En fait, quand ce n'est pas ça, mais si je dois aller dans une bibliothèque et passer 1 heure à chercher un livre que je dois lire, alors que j'ai 1 heure de temps, vous imaginez que je ne pourrai pas avoir le temps d'aller dans une bibliothèque. Non seulement ça. Au-delà de l'organisation, de la disposition des livres, Djemal, il faut peut-être aussi donner envie aux lecteurs de lire, et ça passe peut-être aussi par les thématiques, on ne sait pas. Et ça passe d'abord par l'école. Je veux dire, il y a 2 éléments différents. Soit on a un appétit naturel pour la lecture, ce qui touche sans doute beaucoup de personnes, soit alors cet appétit se développe. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il se développe et que l'école est là pour le développer. Et tous les enseignants, et je n'en fais pas partie, et je ne suis naturellement pas un spécialiste de l'enseignement, mais tous ceux qui ont des enfants, qui ont fréquenté les établissements scolaires ou qui sont intéressés de peu ou de loin à la politique scolaire, vous diront
pensons que l'apprentissage de la langue, l'apprentissage du savoir est naturellement le meilleur élément possible pour apprendre donc à lire. Et donc, la lecture est une chose d'éviter. Alors après, sur notre continent, on est obligé de poser la question, anglophones et francophones d'ailleurs réunis de ce point de vue-là, c'est que nous demandons à nos enfants d'accéder à un savoir par des langues étrangères. Et donc, naturellement, vous leur donnez le dégoût très tôt du savoir, puisque vous leur demandez de connaître ce qu'ils vont connaître par les langues qu'ils ne connaissent pas. C'est compliqué comme équation. Et donc, cette équation-là, difficile, rend le système éducatif chez nous très compliqué. Vous le disiez tout à l'heure, cher monsieur, les bibliothèques chez nous, elles existent. Quand elles existent, très peu. Quand elles existent par des langues étrangères, elles existent par des moyens étrangers, moyens de distribution et de diffusion étrangers, et par des maisons d'édition étrangères. Et donc, le jour où nous aurons compris que le Swahili est une belle langue, que le Halpolar est une belle langue, que le Soninké est une belle langue, que le Bamileke est une belle langue, que le Kikongo est une belle langue, et que, nous avons l'obligation, un tout petit peu aussi, d'apprendre par la langue. Regardez un monsieur comme Boubacar Boris Diop, qui est un type, qui est un homme d'une grande intelligence et un écrivain de grand renom. Il a compris très tôt que, mais bien entendu, qu'il ne faut pas rejeter les langues étrangères, il ne s'agit pas de ça, et qu'il faut les apprendre très vite. Enfin, vous pouvez difficilement défendre votre culture par la langue des autres. Et donc, vous avez l'obligation aussi de la défendre par votre propre langue. Et donc, Boubacar Boris Diop, de ce point de vue-là, écrit et travaille en Wolof. Et il a bien raison de le faire. Oui. Il faut dire en fait que j'ai posé la question à un directeur d'école, un directeur qui est à la retraite au Bénin, qui a fait 30 ans de service, que je salue au passage, M. Toussaint Sabo. Je lui ai demandé comment est-ce que ça peut s'expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, en fait, il faut retourner aux fondamentaux. Et qu'est-ce qu'il met dans fondamentaux? Il suffit simplement, selon lui, par exemple, et c'est ce qu'il a fait pendant 30 ans de service, de motiver les élèves. Parce que les élèves sont démotivés. Alors, qu'est-ce qu'il se faisait? Nous avons les cérémonies de drapeau, les cérémonies de couleurs qui se font chaque lundi et chaque vendredi. Alors, aujourd'hui, tout apprenant voudrait être vu. Donc, il suffit alors de mettre les livres au programme ou de mettre en compétition les élèves entre eux, en disant par exemple, après lecture de cet ouvrage, celui-là qui aura fait le meilleur résumé sera primé. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il prime en fait les élèves pendant la cérémonie de couleurs. Et ça donne en fait une certaine envergure, c'est-à-dire que les élèves sont contents, ils sont motivés. C'est bien, et si ça suffisait, on serait bien heureux. Malheureusement, ça ne peut pas être suffisant et on ne peut pas réduire l'enseignement et la nécessité de l'enseignement seulement aux couleurs nationales qui sont, très importantes. Et je suis tout à fait de ceux qui pensent que naturellement le respect des symboles nationaux sont une chose fondamentale. Mais le premier symbole national, c'est le symbole de l'éducation. Moi, vous êtes écrivain, vous êtes un intellectuel, vous êtes dans l'enseignement, je crois. Je ne suis ni intellectuel ni écrivain et pas dans l'enseignement. Je suis un pauvre technicien du droit et donc j'ai un regard. Tout simplement, c'est une société que je vois traverser sous mes yeux parce que quand mes années passent. Et donc, ce que je trouve déprimant chez nous, c'est que franchement, le parent pauvre de toutes nos politiques nationales, c'est l'éducation nationale, c'est l'enseignement. Et donc, si une société ne fabrique pas, n'investit pas, ne construit pas ces générations futures, c'est une société qui est sclérosée et qui meurt. Et donc, pour le faire, il faut le faire par le commencement, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de ses propres langues, de son propre savoir, et je crois nécessairement que tant que nous n'aurons pas on avait fait dans les années 90 les fameuses conférences nationales sur la démocratie. Si on faisait une espèce d'état généraux dans tous nos pays, c'est une nécessité d'éducation sérieuse, d'éducation nationale sérieuse et d'éducation nationale qui nous ressemble et qui nous appartiennent. Nous devons nous approprier l'avenir de nos enfants. Et le problème, c'est que malheureusement, il se fait que pour le moment et pour l'instant, nous continuons d'apprendre dans les langues étrangères. Je vais finir rapidement par dire qu'il faut dématérialiser aujourd'hui le livre. Le documentaire l'a dit, tout le monde est connecté aujourd'hui. Il faut profiter de ça, en fait, en créant des bibliothèques numériques. Ça ne se fait pas encore en Afrique. S'il y a des bibliothèques numériques qui font en sorte que les apprenants découvrent en fait les ouvrages qui sont au programme sur le net ou à travers d'autres plateformes, cela inciterait plus à la lecture. Parce qu'aujourd'hui, l'apprenant n'a plus le temps d'aller s'asseoir pour lire. Il n'y a que nous qui avions encore la passion pour l'écriture qui faisons ça. L'apprenant n'ayant plus ce temps-là, il faut l'obliger à avoir ce temps à travers son smartphone qu'il a tout le temps en main. Du coup, il faut dématérialiser ce que c'est que le livre. Oui. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la troisième partie de l'African Newsroom. A tout de suite.